Ravi d'être là dans un monde, dans un monde qui est en pleine transformation. En fait, c'est un peu la revanche des ingénieurs, puisque tout devient tech. Nos parents connaissent la tech, nos grands-mères connaissent la tech, nos enfants connaissent la tech, parfois mieux que nous. Mais en tout cas, on voit une multitude de technologies et de révolutions technologiques qui arrivent chaque année. On a vu le digital, la mobilité, l'intelligence artificielle, la blockchain, la 5G. Tout ça arrive par vagues très très successives et finalement on bouscule tout notre monde. Elle bouscule notre quotidien en tant que consommateur et citoyen, mais elle bouscule aussi les entreprises, de par les business models, les startups qui arrivent, les nouveaux entrants. Et donc il est intéressant de voir finalement qu'est-ce qu'on fait de ces technologies, comment est-ce qu'on est capable de réagir par rapport à ces technologies, et en fait est-ce que c'est grosso modo une révolution technologique, est-ce que c'est une révolution de business, ou est-ce que c'est une révolution culturelle et de compétences? Et je peux vous dire, à mon sens, c'est les trois. Parce qu'aucune de ces révolutions ne pourra réussir sans allier la technologie pour le business au service de l'humain et comment l'humain doit s'adapter et les conséquences qui sont intéressantes. Je ne vais pas parler beaucoup d'IBM, je vais plutôt parler finalement de qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans cette mutation et finalement qu'est-ce qui nous réunit avec nos clients. Une des révolutions et un des aspects de la révolution, c'est qu'aujourd'hui, si vous remettez 30 ou 40 ans en arrière, il n'y a que les entreprises qui étaient capables d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir apporter l'innovation aux travailleurs qui pouvaient ensuite développer de la valeur. Et en fait, on a vu qu'il y avait une très forte démocratisation de l'innovation et de la technologie, puisque finalement, nous sommes devenus un monde de consommateurs. La mobilité a démarré avec les consommateurs, puis est rentré dans le monde de l'entreprise, par exemple. Et le marché, par exemple, des smartphones est supérieur au marché des calculateurs. C'est un marché qui est beaucoup plus grand. Donc on voit bien qu'on se déporte finalement, en tout cas par vagues successives, du monde de l'entreprise vers le consommateur. Et ensuite, ce qui se passe vers le consommateur, par définition, nous sommes tous des consommateurs, mais la plupart d'entre nous travaillons dans des entreprises, une start-up étant aussi une entreprise. Qu'est-ce qui a fait que les startups, que ces nouveaux entrants ont pu finalement, tout ce qu'on appelle les Google, les GAFA, pour faire simple, qu'est-ce qu'ils ont aussi utilisé? Ils ont compris les technologies et ils ont été capables d'en faire des nouveaux applicatifs, mais ils ont utilisé quelque chose qu'on ne savait pas très bien utiliser à l'époque, qui s'appelait la donnée. On voit aussi qu'on est dans une période où on génère énormément de données. Cette donnée, elle était avant très structurée. Les systèmes d'information étaient très structurés, un nom, un prénom, une date de naissance. Les grandes bases de données, ça nous permettait justement de permettre aux entreprises de processer et de faire ce qu'on appelle du back-office, c'est-à-dire améliorer leur processus business. Mais les GAFA, finalement, ont utilisé de la donnée personnelle, la nôtre, pour pouvoir développer des valeurs à valeur ajoutée, nous donner des services gratuits, mais par contre monétiser au niveau des entreprises la connaissance qu'elles avaient très targetée sur les individus que nous sommes. Il ne faut pas oublier, par exemple, Google au départ est une société de marketing. Et donc ça a permis de faire du marketing extrêmement ciblé. Alors ce qui est intéressant avec la donnée, c'est qu'aujourd'hui 80% de la donnée sur la planète n'est pas accessible par les moteurs de recherche. Parce que cette donnée, en fait, elle appartient aux entreprises. Et le monde de l'entreprise n'a pas encore ouvert son système d'information et ses données aux moteurs de recherche et finalement aux GAFA. Et donc on se retrouve dans une période où ces révolutions technologiques que nous comprenons tous en tant qu'individus, qui nous ont peut-être disruptés en tant qu'entreprise établie depuis longtemps, finalement on se dit mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et puis vous vous rendez compte, vous êtes une entreprise établie, vous avez vos valeurs, vous avez votre valeur ajoutée, vous avez vos données, vous avez la méthodologie, l'agilité, la façon de réagir, et bien en fait vous vous rendez compte que vous avez encore tout l'avenir devant vous. À partir du moment où vous vous adaptez, et le véritable enjeu pour nous est de nous adapter. Alors, IBM est une entreprise centenaire. Alors, on est centenaire en France, on est centenaire sur la planète. Alors c'est toujours intéressant parce que quand on dit centenaire, les gens ont l'impression que c'est vieux. Alors c'est vieux au titre d'un individu. Mais la réalité, c'est qu'une entreprise centenaire, si je devais caricaturer ce qui est intéressant avec une entreprise centenaire, c'est qu'on a failli mourir plusieurs fois et qu'on n'est pas mort. Donc on a la notion de mortalité. On sait qu'on peut mourir si on ne s'adapte pas. En tant qu'entreprise, en tant qu'individu, notre durée de vie, elle est limitée. Mais en tant qu'entreprise, notre durée de vie n'est pas limitée dans le temps. Elle est limitée parce qu'on ne prend pas les bonnes actions pour s'adapter au marché. Et le fait de savoir qu'on est mortel nous permet de prendre les actions nécessaires pour être paranoïaque en disant qu'est-ce que je dois faire pour me transformer, pour exister demain. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec les startups, la durée de vie d'une startup, c'est 2 ans.
Donc en fait, c'est peut-être jeune, mais la durée de vie est courte. Alors après, il y a des startups qui, bien sûr, deviennent des licornes. Donc en fait, il ne faut pas opposer ces mondes-là. Vous pouvez être, je dirais, âgé en tant qu'entreprise. À partir du moment où vous avez compris ce qui se passe et que vous êtes capable de vous transformer, alors vous allez pouvoir survivre dans ce monde moderne. Alors quels sont les enjeux technologiques ? Moi, je dirais qu'il y a 3 grands sujets qui nous préoccupent aujourd'hui en tant qu'IBM, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour nos clients. C'est d'abord, il faut qu'on comprenne ces technologies. Elles arrivent par vagues successives, on n'a pas le temps de les assimiler. La 5G arrive, par exemple, quelles sont les implications de la 5G ? Parce que la 5G, ce n'est pas la suite de la 4G. La 5G, c'est finalement un modèle où les machines vont pouvoir discuter entre machines, il va y avoir de la communication, on va pouvoir faire des traitements là où la donnée est générée. Donc si ça se trouve, même tous les processus de l'entreprise vont être complètement chamboulés par la 5G. Et donc en fait, il faut qu'on comprenne ces technologies. IBM, on développe des technologies, mais surtout on essaie de comprendre les technologies, même si elles ne sont pas développées par IBM. Et l'autre enjeu ensuite, c'est d'être capable de créer des plateformes business. Alors quand je dis plateforme business, ça prend 2 sujets. La technologie, pour quel usage ? Qu'est-ce qu'on fait de cette technologie ? Il ne faut pas faire de la techno pour de la techno, c'est qu'est-ce que je vais en faire ? Donc c'est des cas d'usage. Et les cas d'usage sont intéressants parce que finalement, avant, vous répondiez à des cahiers des charges. Vous saviez ce que vous vouliez faire, vous ne saviez pas comment vous allez le faire. Aujourd'hui, avec ces nouveaux, ce qu'on a appris finalement de ce monde moderne, c'est qu'en fait, cette nouvelle technologie nous permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et donc on est plus dans un monde finalement où l'imaginaire collectif est le frein à l'innovation. Donc c'est de se dire, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça me permet de faire que je ne savais pas faire avant ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une révolution dans les plateformes business, c'est que quand vous regardez Google, Amazon, Facebook et Apple, ce sont des plateformes. C'est un Apple Store, c'est une plateforme de marketplace, et ils sont devenus tellement grands que c'est des passages obligés, c'est presque des monopoles dans certains cas. La réaction des entreprises, en fait, va être de dire comment je suis capable de créer des plateformes qui ont une taille mondiale, mais qui me permettent d'exister. Et en fait, on voit qu'on n'est plus capable de le faire tout seul. Il faut s'allier en écosystème pour être capable de répondre à ces plateformes business. Je vous donnerai quelques exemples. Et puis derrière, c'est devenu tellement complexe qu'il faut également créer des plateformes techniques. Et c'est ces 3 enjeux-là que nous essayons de faire. La technologie pour un business supporté par des plateformes technologiques. Tout ça doit se faire avec un changement culturel profond dans les entreprises et également une conscience que les compétences sont nécessaires et quelles sont les compétences qu'on recherche. Je vais faire une digression sur les compétences parce que je pense que tout au long de la présentation, le véritable enjeu pour nous, ce sont les compétences. Et puis vous êtes des ingénieurs, la plupart d'entre vous, en tout cas je pense que vous l'êtes en grande majorité. Le changement culturel, c'est dire pas de la techno pour la techno, mais de la techno pour des usages métiers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si 50% des métiers dans 5 ans n'existent pas encore aujourd'hui, la question, c'est qui va les inventer. Et le deuxième point, c'est ce qui aujourd'hui nécessite une très grande spécialité. Si on cherche des gens qui sont des spécialistes dans un métier donné, par exemple l'IA, et qu'on dit on va recruter les gens qui ne savent faire que de l'IA et qui ne sont pas adaptables, dans 5 ans, dans 6 ans, ces personnes, alors que les nouvelles technologies vont arriver, et si elles ne savent pas s'adapter à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux usages, on va avoir des gens qui ne pourront plus s'adapter et donc qui n'auront plus avoir de métier. Donc le véritable enjeu pour nous, c'est d'être apprenant. C'est de toute notre carrière, enfin je sais pas, on n'est pas de la même génération, mais moi quand je rentrais dans une école d'ingénieur, mes parents m'avaient dit, ils sont tous les deux ingénieurs, m'avaient dit, fais une grande école, fais prépa, maths sup, maths spé, une grande école et tu auras un job à vie. Eh bien, ceci est complètement faux aujourd'hui. Parce que oui, vous pouvez accéder à un bon job au départ, mais pour le conserver, il faut tout le temps apprendre et se remettre en question. Et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui donne toute la beauté de ce que nous sommes en train de faire. Alors, quelques exemples pour illustrer quelques technologies et quelles sont leurs implications. Et je vais vous donner des exemples qui sont déjà en production, c'est-à-dire sur lesquels on a réussi à le mettre en œuvre. Vous connaissez la blockchain ? Oui, non ? Qui connaît la blockchain ? Qui ne connaît pas? Ok. Qui n'a pas d'avis? Ok. La blockchain, on en parle beaucoup parce que c'est une technologie qui est sous-jacente au Bitcoin, qui a permis de sécuriser beaucoup de choses. Cette technologie est intéressante
Elle a de gros problèmes, celle qui supporte la Bitcoin, parce par exemple, elle n'est pas, en termes d'efficacité énergétique, c'est juste une catastrophe. Donc on sait qu'on ne pourra pas le scaler dans le monde des entreprises. Mais il y a une grosse différence entre le monde des entreprises et la crypto-monnaie, c'est que dans le monde des entreprises, tout doit être traçable. C'est-à-dire, vous devez savoir qui achète et qui vend. Donc le côté anonyme de la Bitcoin, puisqu'on ne sait pas qui le mine, qui l'achète, qui le détient, ceci est interdit dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, vous savez quoi, vous avez des règles, vous êtes là pour faire du business licite, et donc le business licite, c'est qui a acheté et qui a vendu. Par contre, ces données-là doivent être encryptées et doivent être infalsifiables. Et au passage, si vous pouviez avoir un registre, et c'est ce qu'est la blockchain, un registre infalsifiable, vous pouvez commencer à penser à des nouveaux usages. Donc on a développé chez IBM une blockchain qui s'appelle Hyperledger, qu'on a mis dans le monde de l'open source, hein, donc beaucoup de gens peuvent développer autour de ça, qui a la capacité justement d'être ce qu'on appelle une blockchain permissive, c'est-à-dire en fait on donne des droits d'accès à certaines personnes, telle personne a le droit d'accéder à telle information et les autres n'ont pas le droit d'accéder à telle information, et ce qui permet de faire du smart contract, etc. dans les grandes entreprises. Juste pour vous donner un exemple de plateforme business. Donc on a pris cette technologie de blockchain et on s'est dit en quoi elle peut être appliquée dans le monde du transport maritime. Alors transport maritime, vous connaissez les Maersk, les CMA CGM en France, les MSC. C'est grosso modo on vit aujourd'hui dans notre monde grâce au transport maritime. Il faut savoir qu'entre un conteneur qui part de Mumbai et qui arrive à Amsterdam, il y a 200 intermédiaires. 200 intermédiaires. Le port, les douanes, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, dans un conteneur, il y a des denrées qui sont périssables parfois, genre des fleurs, et donc vous devez être sûr que le conteneur arrive en temps et en heure. Donc la traçabilité de ce qui se passe dans le conteneur est extrêmement importante. Cette traçabilité aujourd'hui se fait sous forme papier, expédié par DHL la plupart du temps, et donc vous vous rendez compte que vous avez un papier qui suit 200 processus indépendants. Donc ça, c'est un premier point. Donc on pourrait dire comment on va digitaliser cela. Le deuxième point, c'est que quand vous échangez du matériel, vous allez dans un magasin, vous prenez un article et vous payez. Et grosso modo, vous payez, vous prenez l'article. Tant que vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas prendre l'article. Donc vous êtes avec le caissier et vous transférez. Sur Amazon, c'est pareil. Et dans le transport maritime, c'est la même chose. C'est-à-dire quand vous avez un transfert de biens, il y a des tiers de confiance qui s'appellent les banques, qui font ce qu'on appelle du trade financing. C'est-à-dire le conteneur, il a quitté Mumbai, je veux toucher 30% vis-à-vis de celui qui l'a acheté et qui doit payer au fournisseur. En fait, ça passe par deux banques qui sont des trusted parties, comme on dit, et qui permettent de sécuriser l'échange en disant le bien est en train de se transférer, l'argent est bien chez moi et quand il sera arrivé là, je te le payerai. Ce trade financing, on s'est dit finalement entre le transport maritime et le trade financing, si on mettait ça sur la blockchain, est-ce qu'on serait capable finalement de baisser les coûts, d'être capable d'avoir une efficacité opérationnelle de bout en bout, de mettre des smart contracts, et puis si on était capable de le faire non pas pour un seul transporteur maritime comme Maersk, mais pour un nombre suffisant de transporteurs maritimes, alors nous aurions une plateforme business sur laquelle tous les clients pourraient trouver les informations dont ils ont besoin, genre où est mon conteneur, et deuxièmement, vous pourriez en tant que fournisseur avoir finalement une place de marché où clients et fournisseurs pourraient aller avoir un point unique et créer des business à valeur ajoutée autour de ça. Je le fais très rapidement, mais donc on a travaillé avec CMA, CGM et MSC par exemple pour leur dire on a commencé à le développer avec Maersk, venez pour qu'on le fasse. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire dans une plateforme business? On est juste en train de demander à des concurrents de travailler ensemble pour mettre dans un endroit comme cette pièce les données qu'ils ont, en leur garantissant que dans cette pièce-là, il y aura toutes les données du transport maritime, 80% de la planète, mais qu'aucun d'entre eux ne pourra accéder aux données de son confrère parce qu'on les aura sécurisées. Mais parce qu'il y aura toutes les données là, alors les clients passeront par cette plateforme-là et les fournisseurs aussi. Et ils pourront donc développer du port-to-port, enfin du door-to-door versus du port-to-port. C'est ça la valeur aujourd'hui de la mutation. Vous vous rendez compte la mutation culturelle qu'il faut faire pour créer ce genre de plateforme. Le jour où CMA, CGM et MSC ont dit qu'ils rejoignaient TradeLens, le numéro 5 et le numéro 6 ont rejoint la plateforme alors qu'elle n'est pas encore complètement opérationnelle. On a plus de 10 millions de transactions par jour qui sont faites autour de la blockchain sur TradeLens.
Des sujets sur la blockchain, on en a 150. On a aussi Carrefour en France, avec qui on vient de travailler sur la traçabilité alimentaire. En tant que consommateur, on veut manger bio. En tant que consommateur, on veut par exemple être capable d'acheter un produit qui a été produit à 50 km à la ronde parce qu'on ne supporte plus que, je sais pas, vous vivez à Perpignan et que pour manger les abricots de Perpignan, il faut qu'ils partent à Rungis et qu'ils reviennent. Donc vous voulez avoir cette garantie que ce que vous mangez, enfin, ce que vous achetez est bien ce que vous voulez. Et ça s'appelle la traçabilité alimentaire. On a utilisé la blockchain et on a utilisé ce qu'on appelle Food Trust, donc qui permet d'avoir une traçabilité alimentaire pour que le consommateur, on a commencé par la purée mousseline, maintenant on fait le saumon avec la berry, etc., puisse, en tant que consommateur, scanner le produit et connaître exactement cette traçabilité. À la seconde où vous avez la traçabilité alimentaire pour le consommateur, vous créez autre chose, c'est la traçabilité alimentaire pour le producteur. C'est-à-dire que vous allez être capable de valoriser une filière en disant si en tant qu'agriculteur je fais quelque chose qui a du sens pour le consommateur, alors il est normal que j'ai une juste rémunération de la chaîne de valeur. Et donc cette traçabilité permet aussi d'avoir un commerce équitable et d'encourager des sujets. Donc ça c'est un vrai sujet. Regardez, la blockchain, on n'en parlait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui déjà, elle permet à des entreprises de s'allier ensemble pour être capables de créer des plateformes mondiales. L'intelligence artificielle aussi est un véritable enjeu. Il est en train finalement de modifier tout ce que nous faisons dans la vie. Un des meilleurs exemples qu'on a en France, c'est le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel qui aujourd'hui est une banque. Comme toutes les banques, elles ont conscience qu'elles sont mortelles au passage. Elles ne l'étaient pas il y a 5 ans. Les banques sont immuables, c'est un business qui existe aussi vieux que la planète. Mais aujourd'hui, qui est d'aller dans une banque, dans une agence bancaire ces 3 derniers mois? Si j'avais posé la même question il y a 15 ans, tout le monde aurait levé la main. Pourquoi? Parce que vos opérations courantes, vous les faisiez, vous étiez obligé d'aller, ce qu'on appelle le guichet, dans une agence bancaire, encaisser un chèque, émettre un chèque, faire un virement. Tout ça aujourd'hui, vous le faites avec votre smartphone. Donc vous n'allez plus dans l'agence bancaire. Or, une agence bancaire, la banque est essentielle pour notre économie, mais en fait, quand vous alliez dans l'agence pour faire des opérations courantes, vous voyez votre conseiller et votre conseiller était capable de vous parler pour essayer de vous proposer des produits. Aujourd'hui, vous n'allez plus dans l'agence bancaire, donc comment est-ce que la banque reste au contact de ses clients et vice-versa? Et le Crédit Mutuel s'est posé cette question de dire, finalement, j'ai 20 000 agences, enfin 20 000, je suis pas sûr, 20 000 conseillers bancaires, mais ils ont un démaillage les plus forts en France d'agences bancaires. Et alors que beaucoup de banques sont en train de fermer leurs agences bancaires parce que nous désertons leur agence, eux se sont dit l'inverse. Ils se sont dit finalement, les agences sont ma valeur, par contre ce qui me manque, c'est d'être capable d'amener un service à valeur ajoutée que les clients ne trouvent pas. C'est donc un conseil qui est beaucoup plus pertinent pour le consommateur. Et ça veut dire qu'il faut que les conseillers bancaires augmentent leurs compétences. Par exemple, une compétence sur l'assurance. Et donc le sujet que nous avons géré avec eux, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir un conseiller augmenté. Et donc le pari Crédit Mutuel est connu sur la place pour toujours prendre un pari technologique et s'y tenir. Et donc on a travaillé avec eux, ce qui était intéressant d'ailleurs, notre intelligence artificielle s'appelle Watson. Quand on a introduit Watson il y a 5 ans en France, Watson ne comprenait pas le français. Donc c'est avec le Crédit Mutuel, on a fait le pari, ils ont investi et on a investi pour pouvoir faire en sorte que l'IA comprenne le français. Et ce que nous avons fait, nous avons travaillé avec les banquiers et nous avons fait 2 sujets. Le premier, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire gagner du temps aux conseillers bancaires, parce que pour que le conseiller bancaire puisse apprendre, il faut dégager du temps. Donc on a travaillé sur cette notion-là, avec une chose très claire, c'est que le temps qui était gagné n'était pas là pour réduire le nombre de conseillers, mais pour leur dégager du temps, pour qu'ils puissent faire autre chose, qui était autour du knowledge management. On a travaillé avec eux sur 2 sujets. Le premier, par exemple, c'est les emails. Je ne sais pas si vous avez des emails. Pas beaucoup? Vous travaillez avec des emails? Ouais. Ouais, faites comme ça. Ben nous, oui. Moi, je pense que c'est l'esclavage moderne, ce sont les emails. Moi, je reçois entre 300 et 500 emails par jour. C'est juste de l'esclavage moderne. Beaucoup de cadres, au passage, dans les entreprises, quand ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la journée, ils ouvrent leur laptop, leur Mac ou même leur mobile et ils regardent les mails qu'ils ont reçus et ils traitent les mails qu'ils ont reçus. Ce qui est la négation même de savoir qu'est-ce qu'on veut faire versus qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Et moi, je trouve que c'est une grosse catastrophe parce que ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui définit mes priorités parce qu'il me demande de faire quelque chose. Donc, en fait, ils reçoivent énormément d'emails de leurs clients et ils se sont dit comment est-ce que je transforme l'expérience client
c'est-à-dire avoir une meilleure expérience client tout en permettant de dégager du temps. Et donc ils nous ont demandé de travailler sur un business case qu'on ne voulait pas faire au passage, mais comme quoi le métier a raison, de dire est-ce que vous êtes capable avec l'intelligence artificielle de comprendre les emails de mes clients pour pré-mâcher le travail à mes conseillers, pas pour que l'intelligence artificielle règle les sujets, mais pré-mâche. Par exemple, on reçoit un email en disant je voudrais investir 10 000 euros, enfin, je voudrais emprunter, je veux acheter un appartement, je veux emprunter 100 000 euros sur une période de 7 ans, quand est-ce que je peux vous voir? Ça, c'est un email qui leur arrive, entre guillemets, fréquemment. Eh bien, Watson en est capable de reconnaître à peu près 40 intentions des clients. Sur ces 40 intentions, on couvre à peu près 80% de la volumétrie des emails que nous recevons. Donc quand on reçoit un email, quand le Crédit Mutuel reçoit un email de ce type-là, qu'est-ce qui se passe? Le système d'information est déjà prépopule les outils pour simuler, voilà, on sait que c'est 7 ans, que c'est 100 000 euros, et également interfacé sur les agendas et prépare un mail de réponse du conseiller vers le client qui dit « Je suis prêt à vous recevoir, voilà les créneaux que j'ai de disponibles » et au passage, j'ai commencé déjà à faire les simulations. Et donc, en fait, vous avez un outil de productivité et en même temps, en tant que client, vous avez une réponse adaptée qui n'est pas juste « J'ai bien reçu votre demande ». Et vous n'avez jamais aucun retour. Donc ça, c'est extrêmement important. On l'a fait avec eux. Ils ont gagné entre 10 et 20 minutes par jour, les conseillers bancaires. C'est énorme. Hein. Et ensuite, la question, c'est que vont faire ces conseillers bancaires? Et on a travaillé sur... finalement, on s'est rendu compte que... dans toutes nos entreprises et dans les banques en particulier, au Crédit Mutuel, la base de connaissances est très connue. Elle est dans les systèmes d'information. Donc en fait, vous avez toujours une réponse par rapport aux questions données. Pourtant, en tant qu'individu, même en tant qu'étudiant, quand vous avez une question, vous faites quoi? Une fois que vous avez essayé de faire Google, et vous faites quoi? Vous voulez savoir, par exemple, si un client veut assurer un quad, il rentre et dit « je veux assurer un quad ». J'ai 50 ans, je viens d'acheter un quad, est-ce que je suis un jeune conducteur ou pas? Comment réagit le conseiller bancaire? D'après vous, combien de fois il assure un quad par an en tant qu'individu? Pratiquement jamais. Pratiquement jamais. Donc quand vous êtes un conseiller et que quelqu'un vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, qu'est-ce que vous faites? Soit vous allez chercher dans le système d'information la réponse, soit vous appelez un ami qui dit « moi je ne sais pas, mais un tel sait ». Et donc en fait, vos experts, à un moment donné, ça arrive très vite dans un expert, qui vous donne la réponse. Donc vos experts vous permettent finalement d'accéder à la connaissance de l'entreprise. Mais ces experts-là, pendant qu'ils informent, ils ne font pas leur métier d'expertise. Vous verrez dans le monde, comme on dit, c'est network or not work, vous êtes obligé de créer un network pour avoir accès à l'information. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a, avec les banquiers, les experts de la banque, il y en avait au début 5, maintenant il y en a beaucoup plus, on commençait à dire « je vais former l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle comprenne ma base de connaissances », ce qui fait qu'aujourd'hui un conseiller bancaire est capable de poser en langage naturel une question et avoir en langage naturel une réponse étayée par des évidences, c'est-à-dire avec ce qu'on a. Donc, si vous êtes allé, pour ceux qui sont allés dans une agence commerciale, dans une agence bancaire et que vous posez une question précise, la plupart du temps, voilà ce qui se passe. Merci de votre question. Donc vous êtes en face de eux, ils se tournent vers leur écran et en moyenne, c'est 2 minutes 30 devant l'écran pour trouver la réponse à la question. Et pendant ces 2 minutes 30, si le conseiller bancaire est sympa et vous offre un café, mais vous, en tant que client, vous êtes déconnecté du conseiller bancaire. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on arrive à avoir une réponse en moins de 30 secondes pour la même qualité de réponse. Donc c'est le genre de choses qu'on est en train de faire aujourd'hui sur les usages qui me paraît important. Et puis, le dernier point, c'est l'Internet des objets, qui est un véritable enjeu. Si l'Internet a été conçu pour les hommes, aujourd'hui, il est évident que le machine-to-machine va être extrêmement important. Puissamment, tous ces capteurs aujourd'hui qu'on est en train de développer doivent communiquer, génèrent de la donnée et doivent communiquer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que les cas d'usage. C'est un des cas d'usage qu'on a fait avec PSA sur un problème qui s'appelle track and trace. Ce sont des problèmes des fois tout bêtes. Vous savez que les pièces d'automobile sont mises dans ce qu'on appelle des containers, en fait, qui sont des cages je sais pas, vous avez un pare-choc ou vous avez un volant. Ce sont des containers qui sortent de l'entreprise pour aller dans leurs fournisseurs, qui reviennent et ils en perdent un certain nombre. Voire certains de leurs concurrents leur piquent. Enfin bref, il y a une déperdition de containers. C'est pas les containers standards, hein, c'est des containers qui sont adaptés. Ils coûtent très cher. Et donc on a travaillé avec Sixfox, qui était une ancienne start-up française, qui est maintenant devenue une licorne. Et on a travaillé, en fait, on a répondu à un appel d'offres de start-up
d'un appel à projet. Et donc on a dit on est IBM, on est une start-up et on pense qu'avec l'IoT on est capable d'avoir des cas d'usage, et on a répondu avec une start-up et nous, et aujourd'hui on a déployé cette solution. On est capable finalement de savoir où sont les containers pour pouvoir les ramener plus rapidement, pour être en sorte de finalement de minimiser quelques millions d'euros de pertes chaque année là-dessus. Bref, j'ai essayé d'illustrer en quelques secondes l'usage et la notion de plateforme qui montre que les entreprises aujourd'hui ont des données, ont un savoir-faire métier, et le véritable enjeu, c'est d'être capable de faire cette passerelle très rapidement pour être en production. L'autre point, c'est les révolutions technologiques et les plateformes. C'est une véritable révolution, et je pense qu'on est un peu dans la période de l'adolescence, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à opposer les mondes. On a tendance à opposer les startups aux grands groupes, en disant moi je suis hyper agile et le grand groupe il est hyper rigide. La réalité, c'est qu'on a besoin d'être agile dans une entreprise qui a une surface financière suffisante et une connaissance suffisante pour être capable de faire les choses. On a tendance à opposer le cloud public et l'informatique de nos clients. C'est intéressant chez nos clients, vous savez, vous avez une informatique qui tourne depuis des dizaines d'années, et puis la vague du digital, certains de nos clients ont dit l'innovation c'est important, mais l'informatique n'est pas un vecteur suffisant d'innovation, donc on va créer ce qu'on appelle des CDO, Chief Digital Officer. Donc c'était hyper intéressant. Comme dans toute révolution, il faut brusquer un peu les organisations. Et donc il y avait quelqu'un qui s'était approprié l'innovation, et l'informatique, qui n'était pas forcément appropriée, et devenait marginalisée. On se retrouve 4-5 ans plus tard, c'est super bien d'innover, mais si vous ne connectez pas ça à votre système d'information, c'est un peu si vous aviez une plante hors sol. Ça marche bien, vous avez votre application, mais absolument aucun usage. Donc en fait, ce qui est important, par exemple, dans les notions de cloud, c'est d'être capable de se dire, finalement, 20% des applications de nos clients sont passées dans le cloud. Il y avait le débat, est-ce que je vais dans le cloud, pas dans le cloud. Aujourd'hui, en moyenne, nos clients ont 6 clouds, entre les Amazon, les Microsoft, les IBM, les Google, mais également les Salesforce, les Workday, donc as a service. Et 80%, c'est leur informatique locale, où ils ont besoin parfois de technologies du cloud, mais dans leurs locaux, parce qu'ils veulent maîtriser et leurs données, la sécurité et les technologies. On a racheté une entreprise qui s'appelle Red Hat, je ne sais pas si vous la connaissez. Grosso modo, c'est de l'open source, c'est Linux. C'est une entreprise qu'on a racheté 34 milliards de dollars. C'est une des plus grosses acquisitions sur la place. Et en fait, tout le monde est en train de regarder Red Hat, et qu'est-ce qu'on fait sur Red Hat? Est-ce qu'on détruit pas Red Hat? IBM est un des numéros 1 dans la contribution dans l'open source, mais beaucoup de gens pensent qu'on est très propriétaire, ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant dans les transformations d'entreprise, c'est que Red Hat va rester indépendant, et bien sûr, on va faire en sorte qu'elle soit encore plus successful. Mais la transformation que nous sommes en train de faire chez IBM autour de ces technologies est hyper intéressante, parce qu'elle est hyper rapide, qui est de dire finalement ces technologies d'open source et de cloud nous apportent un problème intéressant et une opportunité fantastique pour IBM. Parce que ce que nous avons fait en termes de technologie avec le cloud, c'est juste on a juste virtualisé les serveurs. Donc entre le network et la capacité de travailler à distance, la rationalisation des serveurs qui étaient physiques et qui est devenue virtuelle avec les VMware, je ne veux pas parler trop de technologie, mais on a virtualisé les serveurs, ce qui a permis finalement de vendre une capacité et qui était entre guillemets optimisée parce qu'elle était virtualisée, elle ne mobilisait pas ça. Le véritable enjeu des 15-20 prochaines années, c'est de faire ce qu'on a fait sur les serveurs, le faire sur l'application. Parce qu'aujourd'hui, quand vous développez, vous avez une adhérence forte avec la plateforme dans laquelle vous développez. Un exemple grand public, quand vous développez sur iOS, sur Apple, ça ne tourne pas sur Android. Donc vous avez 2 versions et vous devez maintenir 2 versions. Et bien aujourd'hui dans le cloud, en fonction de votre provider de cloud, il faut avoir autant de versions que de providers de cloud. Et puis, le cloud c'est bien, mais de temps en temps c'est pas dans le cloud. Dans la majorité du temps, c'est pas dans le cloud. Donc comment développer une seule fois, être capable de mettre à jour une seule fois, être capable de faire ce qu'on appelle du multi-cloud. Et c'est la transformation du portefeuille IBM qu'on est en train de faire sur les logiciels, sur le matériel et également sur les services, qui est une révolution extrêmement profonde. Juste pour vous illustrer ce qu'on est en train de faire sur la gestion du multi-cloud, et qui est vraiment ce que nos clients doivent faire, c'est développer une fois et d'être capable de dire où est-ce qu'ils le font. Vous connaissez Pac-Man? Oui. Bon, la plupart du temps, je fais le joke, quand je dis ça, je dis on est dans la même génération. Vous avez Pac-Man, le vieux truc, ouais, voilà. Donc nous, on jouait à ça quand on était gamin, un peu plus jeune que vous. Donc on a pris Batman et on l'a containerisé.
on l'a containerisé. On l'a mis dans un container avec OpenShift, Kubernetes. Et donc vous êtes joueur, vous démarrez une partie de Pac-Man qui tourne sur un cloud A. Et l'opérateur décide de bouger l'application d'un cloud A à un cloud B. Je sais pas, d'IBM vers Amazon ou l'inverse. Et en fait, vous continuez à jouer. Et puis finalement, vous décidez de faire une modification sur le code, par exemple de changer la couleur. Et donc vous introduisez une modification sur le code et vous continuez à jouer et la couleur se change. C'est exactement ce qu'on fait dans le monde de l'entreprise et ce qu'on va devoir savoir faire dans le monde de l'entreprise. Notre intelligence artificielle qui s'appelle Watson ne tournait que sur le cloud IBM. On pouvait pas, nos clients nous disaient je veux le faire tourner chez moi et on disait non on ne peut pas, c'est des technologies qui ne peuvent se développer que dans le cloud. On l'a containerisé avec les technologies de Red Hat. Aujourd'hui Watson tourne sur n'importe quel cloud, IBM ou non IBM, et peut tourner au sein des entreprises, ce qui permet sur certains sujets d'avoir des garanties de... Voilà. Donc quand je parlais de technologie et d'usage, il faut savoir qu'une technologie peut aussi remodeler fondamentalement qui vous êtes. Imaginez chez nous, il y a 15 ans, 65% du chiffre d'affaires d'IBM était fait sur la vente de matériel. Ça veut dire que 35% était sur tout ce qui était autour du matériel. Aujourd'hui, le matériel, c'est moins de 9% de notre chiffre d'affaires. C'est important, hein, c'est plusieurs centaines de millions d'euros et au niveau de la planète, c'est des milliards. Mais ça veut dire qu'on a complètement changé qui nous sommes et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Je voudrais finir, il me reste 5 minutes, c'est ça ? Je voudrais finir un peu sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui le plus. Ce sont les compétences. Parce que ce que j'ai essayé de toucher un peu de doigt, c'est vous ne pouvez pas transformer une entreprise dans son modèle de valeur, de proposition, sans travailler sur les compétences. C'est un problème fondamental. Et ce qui est intéressant avec l'être humain, c'est que l'être humain change seulement en période de crise. Naturellement. C'est-à-dire, quand vous avez une crise, vous n'avez plus d'argent en banque, vous savez que vous devez faire quelque chose. Quand vous avez de l'argent, vous dites tout va bien, j'ai rien à faire. Et ce qui était très intéressant, c'est que les meilleurs moments pour une entreprise de se transformer, c'est quand tout va bien. Donc quand tout va bien, c'est là qu'il faut se remettre en cause. Parce que vous avez les moyens, vous avez l'esprit positif, etc. Donc on travaille énormément en ce moment sur les compétences, notamment comment je change de culture et comment je co-innove. Je voulais montrer les technologies, elles sont intéressantes à partir du moment où vous avez des cas d'usage. Le véritable enjeu, et quand je regarde la segmentation de ce que nous avons aujourd'hui, même en termes de structure. Alors vous avez ce qu'on appelle des exécutifs, des leaders, des managers, des commerciaux et des techniciens. Je caricature une entreprise quelconque. Donc les techos faisaient de la technique, les commerciaux faisaient de la vente. Parfois c'est un peu décorrélé, hein. Vous vendez un truc et après il faut avoir la technique qui va bien. Vous aviez les managers qui manageaient et puis les leaders qui disaient on va aller par là. Si tout devient technologique, vous vous rendez compte qu'il faut que les exécutifs comprennent la techno. Donc il faut que les gens de business comprennent la technologie et leurs implications. Donc il faut former les exécutifs, non pas sur le business, mais sur la technologie pour faire un lien. Les managers sont une population aujourd'hui extrêmement challengée. Parce que nous étions dans une période où on développait des produits. Vous développez un produit, c'est simple, vous avez une recherche et développement qui développe un produit au niveau mondial, vous développez votre iPhone, et puis derrière, vous avez toute la structure de la boîte qui vend ce produit-là. Vous ne vendez pas l'intelligence artificielle. Vous aidez les clients à utiliser l'intelligence artificielle pour se transformer. Donc ça veut dire quoi? C'est que cette co-innovation, elle se passe chez les clients. Et cette co-innovation, elle se fait avec des gens qui doivent comprendre la technologie et les business et les industries. Et donc il faut changer la façon dont on travaille. On passe d'une culture de produit à celle d'une expérience client. Donc ces métiers de la tech, comment est-ce qu'on va être capable de transférer une partie de notre connaissance en la vulgarisant aux métiers, et comment les métiers vont comprendre suffisamment la technologie pour être capables d'en développer des usages. Et là, tout reste à définir. Je vais vous donner quelques exemples de ce que nous avons fait qui me paraissent extrêmement intéressants. Je reprends Crédit Mutuel, mais on l'a fait chez Generali, on l'a fait chez Bouygues Télécom, etc. Où les patrons se disent mais comment je ne vais pas être exclu de cette révolution technologique? Et des acteurs comme nous qui ont dit mais une technologie pour la technologie c'est bien, mais il nous faut des experts métiers. En fait, on a créé, alors dans le jargon, c'est des factories cognitives, des laboratoires. En fait, on a, par exemple avec Crédit Mutuel, on a créé une structure. Une fois qu'on a fait les premiers projets, on a créé une structure où il y a 100 personnes qui travaillent ensemble en mode start-up. Il y a 50 personnes du Crédit Mutuel, il y a les métiers,
il y a le back-office, les gens qui font les risques, il y a les informaticiens. Et puis on a des experts d'IBM sur 2 sujets principalement, la technologie, mais également l'accompagnement à la transformation. Vous vous rendez compte, quand vous introduisez un outil aussi puissant que l'IA, le véritable enjeu, c'est la transformation humaine. Donc on a ça. On les a colocalisés dans un même endroit. Et les gens travaillent indépendamment de leur badge. Nicolas Terry, qui est le président de Crédit Mutuel, dit que c'est pas c'est pas de la co-innovation, c'est de la transversalité. Et en fait, notre objectif, c'est de regarder tous les processus de la banque et voir comment ces processus peuvent évoluer grâce à l'IA. Et tous les 3 mois, on doit sortir quelque chose. Et si ça produit bien, eh ben on continue. Si ça ne produit pas, eh ben on arrête. Et donc vous vous rendez compte que la relation de client-fournisseur, où finalement le client faisait ses spécifications et le fournisseur essayait d'y répondre par rapport à ses concurrents, s'est complètement transformé, puisqu'en fait notre capital intellectuel, on le donne au client. À la rigueur, c'est bien qu'il l'apprenne. Et nous, on essaye avec lui de développer de plus en plus de cas d'usage et de business, parce que comme il connaîtra mieux, on fera plus de choses ensemble. Vous voyez que cette relation, elle est en train de complètement évoluer. Si aujourd'hui on passe notre temps à être ici, etc., c'est pas parce qu'on veut vous recruter, c'est parce qu'on pense, enfin, certains veulent vous recruter, nous aussi, mais je pense que cet écosystème, on rentre dans une culture de partage où il faut partager les idées, parce que c'est en partageant les idées qu'on pourra progresser ensemble. Et le dernier point, c'est que je pense que les entreprises ont un rôle sociétal majeur. Parce que si la technologie est partout, il faut qu'on adresse, si je caricature, 3 grands sujets. Le premier, c'est qu'on peut pas laisser, la technologie peut laisser personne au bord du chemin. Moi, je suis très frappé par ce qui se passe en France, mais c'est vrai ailleurs, dans d'autres pays, où une partie de la population se sent exclue de ce qui se passe. Et on parlait de fracture numérique, d'accès à Internet, etc. Mais la réalité, et on l'a fait par exemple à Lille, où on a créé un centre chez IBM de plus de 650 personnes en moins de 4 ans. Au début, on visait des bacs plus 5, en disant on va faire ça bac plus 5, puis finalement on s'est dit mais c'est une erreur. Regardons de quoi on a besoin et surtout essayons d'en faire un vivier pour montrer que les gens peuvent rentrer dans la technologie. On a 60 personnes qui sont issues de la reconversion, c'est-à-dire en fait qui faisaient d'autres métiers et qu'on a été capable, grâce à Pôle emploi, certains étaient au chômage, en leur disant à Pôle emploi, voilà les formations de base minimum qu'il nous faut pour être capable de voir des personnes. Et ces personnes, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on cherche, ce n'est pas des experts de la programmation, on cherche des gens qui soient adaptables et curieux. À partir du moment où ils sont adaptables et curieux et qu'ils ont la volonté d'apprendre, on est capable de leur donner un métier, de compléter la formation, mais surtout de les mettre à. Ces 60 personnes, au passage, servent nos clients. Donc on voit bien qu'on est capable de réintégrer. On a lancé aussi quelque chose qui s'appelle PTech, Pathway to Technology. On l'avait lancé aux États-Unis en 2001 avec un lycée à Brooklyn dans un quartier très défavorisé. Et moi j'ai eu la chance de les voir il y a 2 ans. Et on voyait des jeunes mais extrêmement brillants, qu'ici une entreprise comme IBM et comme un gouvernement, c'était Barack Obama qui avait lancé ça. Alors aux États-Unis, l'éducation est payante, donc forcément, si vous n'avez pas assez d'argent ou de bourse, vous n'accédez pas à l'éducation. Mais on a vu des gens brillants, brillantissimes, qu'on avait été capable finalement d'amener au monde du travail parce qu'on s'y était intéressé. Et donc ce qu'on a fait en France, on avait parlé avec Emmanuel Macron, on a parlé, vous vous rendez compte, une entreprise travaillait avec l'éducation, le ministère de l'Éducation, c'était antinomique il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va faire le lycée professionnel et le BTS et on va s'allier avec d'autres acteurs. On a commencé avec Orange et BNPP en disant, est-ce qu'on n'est pas capable, dans les lycées professionnels, lycées professionnels, il n'y en a que 12% qui rentrent dans les BTS et une fois que vous avez votre diplôme de BTS, il n'y en a que 45% qui accèdent au marché du travail. C'est juste une hérésie. Donc en fait, on a créé des mentors. Donc cette classe, on en a une à Lille et on en a une à Paris, en classe pilote, sur lesquelles on met un mentor, c'est-à-dire chaque élève a un de nos collaborateurs qui a envie de contribuer, donc c'est du mécénat de compétences, pour leur permettre d'acquérir le savoir-être, surtout, et puis commencer à toucher aux technologies pour créer des vocations, attirer des femmes, etc. Et c'est intéressant parce que Pitech, par exemple, à la Garenne-Colombe, c'est la première fois qu'ils ont... il y avait une classe de 24, ils avaient 144 personnes qui ont levé la main pour être dans cette classe-là. On a eu des femmes qui sont venues et ils ont 10 personnes qui ont dit je veux rentrer dans la branche professionnelle et c'était volontaire alors que d'habitude ils n'ont jamais de volontaire. Voilà, donc on a ce rôle d'inclusion. Le deuxième, ce que j'appelais France Academy, c'est on a aussi la nécessité de faire en sorte que les gens qui ont un métier aujourd'hui vont garder leur métier dans 5 ans. Donc il faut travailler avec eux, avec nos collaborateurs pour dire comment est-ce que je suis capable de comprendre ces nouvelles technologies et redéfinir ce que je vais faire demain parce que sinon on va avoir des vagues de chômeurs, des gens qui n'auront pas de... c'est pas normal. Et puis le dernier point,
c'est que c'est aussi des métiers hyper scientifiques. Si je prends donc Paris-Saclay, par exemple en France, c'est un endroit, c'est un peu la Silicon Valley de la France, c'est quand même très intéressant. Vous avez de la recherche publique, de la recherche privée, vous avez tous les grands acteurs, vous avez Total, Safran, je crois que Safran y est, mais Total, j'en suis sûr, qui sont là-bas. Et en fait, l'objectif que l'on doit faire, c'est s'aider les uns les autres. Je prends un exemple, l'ordinateur quantique n'existe pas en France. Atos a développé un simulateur. Il y a bien la volonté de le créer, mais il n'y a pas les moyens de le faire aujourd'hui. IBM est une des rares entreprises à avoir un ordinateur quantique. On pourrait le garder pour nous. On a ouvert l'écosystème. On l'a fait à Montpellier. On le fera certainement à Saclay. L'ouvrir aux enseignants, l'ouvrir aux chercheurs, l'ouvrir aux étudiants pour commencer à travailler sur ces technologies et les développer. Et surtout commencer à travailler des cas d'usage. Et on le voit sur la chimie et d'autres. Il y a des cas d'usage qui fait que quand il y aura un acteur qui aura l'ordinateur quantique, on ne pourra pas commencer à se poser la question comment on va former les compétences, on les aura déjà formées. Voilà en synthèse, la technologie elle est bien à partir du moment où aussi on a cette responsabilité sociétale qui est de se dire la technologie oui, mais l'homme doit rester au cœur. J'ai beaucoup parlé d'inclusion, mais on a aussi beaucoup de débats sur comment dans un monde où on doit avoir de l'économie d'énergie, comment la technologie va nous permettre de faire des choses qui ont plus de sens pour sauver la planète. Et ça, c'est notre responsabilité individuelle et d'entreprise. Et il ne faut jamais qu'on le perde de vue. Jamais qu'on le perde de vue, et c'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup de votre attention.